Bonjour et bienvenue sur France 24. Le 20 janvier 2009, l'Amérique prend tout le monde de court et élit son premier président afro-américain de son histoire. Une image porteuse d'espoir, une image pourtant dans un contexte difficile car le nouveau président américain doit faire face à une crise économique, la crise des subprimes de 2008 qui coûte beaucoup d'emplois à l'économie américaine, et doit faire face aussi à deux guerres, une guerre en Afghanistan, une guerre en Irak. Un bilan donc presque 4 ans, jour pour jour après son élection, un bilan en pleine campagne électorale présidentielle américaine. Elles auront lieu en novembre prochain. Pour en parler avec nous, Pierre Michelot, vous êtes professeur à Sciences Po, Vincent Michelot, je vous prie de m'excuser. Et vous êtes aussi le directeur de cet ouvrage qui donc est apparu sur Obama, le bilan d'Obama aux presses de Sciences Po. J'avais envie de vous demander, Vincent Michelot, le premier qualificatif que vous mettriez sur ce bilan. Un bilan de progressisme en construction difficile. C'est un président qui est arrivé au pouvoir avec des espoirs transformateurs extrêmement importants et puis qui s'est heurté très vite à une économie en pleine décomposition. On rappellera que lorsqu'il arrive au pouvoir, l'économie américaine perd 600 à 700 000 emplois par mois. Un président aussi qui va se heurter très très vite à une opposition des républicains totalement résolue et les grandes lois qui ont été adoptées pendant la première partie de son mandat sont des lois qui sont adoptées sans aucune voix de la part du Parti républicain, ce qui est une première dans l'histoire politique des États-Unis. Même les textes les plus controversés qui ont été adoptés, par exemple, dans la lutte pour les droits civiques, l'ont été avec des voix des deux partis. Et là, on voit une très forte polarisation partisane et une opposition résolue de la part d'un camp républicain qui apparente le programme de Barack Obama, un programme socialiste, ce qui aux États-Unis est effectivement un qualificatif peu glorieux. Alors avant de parler de politique intérieure, même si on a commencé un peu à l'aborder, on va aller sur la politique étrangère, parce que le président Obama, il arrive effectivement avec ces deux guerres qui sont l'Irak et l'Afghanistan. Qu'est-ce que ça a donné en fait, cette gestion ? Le bilan en matière de politique étrangère de Barack Obama, c'est d'abord un formidable tournant rhétorique, et c'est un tournant rhétorique qui lui vaut le prix Nobel de la paix, puisque avant même que la politique étrangère des États-Unis ne puisse changer, et c'est un bateau très lourd qui doit prendre son temps pour changer d'air, changer de direction, on a déjà un appel au multilatéralisme, on a une prise de conscience du poids relatif et non pas de l'hyperpuissance des États-Unis. C'est un aveu qui n'est pas un aveu de faiblesse, mais de réalisme sur le fait que les États-Unis, quelle que soit leur doctrine officielle, n'ont pas la capacité de se projeter sur plus de 2 théâtres d'opération aussi lointains que l'Afghanistan et l'Irak. Et donc une nouvelle forme de réalisme, de pragmatisme dans la politique étrangère des États-Unis. Et puis aussi la fin de ce qu'on a appelé la doctrine Bush, de frappe préventive et finalement d'imposition de la démocratie à l'américaine, y compris à la force des armes, à l'extérieur. Et on voit bien cette politique beaucoup plus réaliste, beaucoup plus pragmatique se mettre en place, notamment au sujet dans un premier temps de l'Égypte, mais surtout sur la Libye. Alors pour finir juste, la guerre en Irak, donc sous le mandat effectivement de Obama, les derniers soldats quittent le territoire. La guerre en Afghanistan, il y a une image forte qu'on retiendra forcément, c'est Oussama Ben Laden qui est capturé, exécuté. Est-ce que effectivement ça a changé le regard que les Américains portaient sur le terrorisme? Et est-ce que cette guerre en Afghanistan, dans laquelle quand même effectivement les forces américaines dans le cadre de l'OTAN, mais s'enlisent comme tant d'autres d'ailleurs, est-ce que ça montre là le problème auquel on se heurte face au terrorisme? Alors évidemment, l'élimination de Ben Laden a été un élément supplémentaire pour asseoir la crédibilité en matière de politique étrangère et aussi en matière militaire d'un président qui est jeune et dont beaucoup l'avaient accusé d'être inexpérimenté et qu'il était beaucoup trop tôt pour lui confier les rênes du pouvoir en 2008 dans sa carrière politique. Et là, il sort, il y a juste un an, de cet épisode
période, grandit et confirmé dans son rôle de chef de la diplomatie, mais aussi comme dans celui de chef des armées. Le conflit en Afghanistan est une de ces épines énormes dans le pied de la diplomatie américaine, puisque d'un côté, c'est une guerre, pour reprendre les termes du président Obama, juste, et c'est la guerre qu'il a défendue pendant toute sa campagne électorale, et dont il a dit qu'elle était nécessaire et qu'elle s'imposait aux États-Unis. Et en même temps, l'opinion publique américaine est de plus en plus désenchantée vis-à-vis de cette opération militaire, en particulier dans son camp, ce qui oblige le président Obama plus à compter d'une certaine manière sur le soutien des républicains au Congrès pour mener cette opération militaire que sur le soutien de son propre camp, à savoir les démocrates. Alors, il y a un moment emblématique dans la présidence d'Obama, c'est au tout début de la présidence d'Obama, c'est le 5 juin 2009, ce discours au Caire qu'il fait, donc de réconciliation des États-Unis vis-à-vis du peuple musulman. D'abord, quels sont les enseignements qu'on a tirés entre ce moment effectivement extrêmement émouvant, où on voit un discours autre se mettre en place, on est juste derrière les années Bush, et puis ensuite, qu'est-ce que ça a ouvert sur le chemin du conflit au Proche-Orient ? Alors sur le chemin du conflit au Proche-Orient, en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, rien. Très clairement... C'est la grande déception c'est la grande déception. C'est la grande déception en matière de politique étrangère du mandat de Barack Obama. L'idée selon laquelle il a insisté très fortement, mais peut-être d'une manière un petit peu impromptue. Il n'était pas du tout dans le dessein originel du président Obama d'insister lourdement sur le conflit israélo-palestinien dès le début de son mandat. Et puis il y a été amené par une série de concours de circonstances. Mais là, clairement, c'est un échec. Il faut le dire. Mais par ailleurs, ce nouveau multilatéralisme et cette nouvelle forme de relation avec le monde arabe en particulier, lui, pour autant, porte ses fruits. Et on le voit justement dans un dossier comme le dossier égyptien, où les États-Unis s'abstiennent de soutenir très ouvertement telle ou telle faction dans le régime, sachant fort bien qu'un régime qui serait installé dans un pays arabe par les États-Unis aurait une espérance de vie extrêmement courte et que finalement le soutien des États-Unis deviendrait contre-productif, ce qui n'était pas le cas évidemment de l'administration Bush qui avait cette idée qu'il fallait imposer une forme de démocratie à l'américaine. Un mot bref, mais on ne peut pas ne pas en parler dans ce bilan, de l'Iran, forcément. Sur l'Iran, je crois qu'on a aujourd'hui beaucoup de bruit pour rien. La plupart des analystes estiment que d'abord Israël n'a pas la capacité militaire de frapper seul et que les États-Unis et en l'occurrence l'administration Obama vont jouer un rôle qui consistera à décourager très fortement Israël d'intervenir, et Israël ne peut pas le faire seul, ne peut pas le faire sans l'assentiment et le soutien logistique et militaire des États-Unis. Donc il y a des bruits de bottes qui sont fort inquiétants, mais très peu de gens croient effectivement à une intervention militaire en Iran, quel que soit le contexte, et on va entrer dans un contexte électoral dans lequel il y aura sans doute des appels, notamment du candidat républicain, à une politique beaucoup plus dure encore vis-à-vis de l'Iran, mais cette politique, elle a en quelque sorte été préemptée par les nouvelles sanctions économiques auxquelles le président Obama a appelé. Alors sur son territoire, aux États-Unis, il y a un moment clé aussi dans cette présidence. Vous y consacrez d'ailleurs un long chapitre dans cet ouvrage, Vincent Michelot. C'est la réforme de la sécurité, la réforme de la maladie. Alors ce projet de réforme, il était absolument indispensable parce qu'il fallait montrer pour le président Obama que malgré le contexte économique délétère dans lequel il avait pris ses fonctions, il était encore capable de dominer l'agenda politique. C'est-à-dire d'imposer une réforme qui n'était pas une réforme qui lui était imposée, mais au contraire une réforme que tous les progressistes aux États-Unis, toute la gauche américaine et le Parti démocrate dans son ensemble appelaient de ses voeux. Il faut rappeler qu'aux États-Unis, encore aujourd'hui, il y a à peu près 50 millions d'Américains, donc un Américain sur 6 qui est sans assurance maladie. Et donc, l'idée, c'était de montrer que le Parti démocrate avait des valeurs, et parmi ces valeurs, il y avait celle de ce pilier de l'État-providence que peut être l'assurance maladie. La campagne électorale là, qui va avoir lieu vis-à-vis des Républicains va se jouer sur quoi pour vous ? Elle va se jouer
comme toute campagne dans laquelle un président sortant se représente, sur le référendum sur le bilan d'Obama. Et l'idée étant que... Les Républicains, ils vont dire quoi? En 2 mots, ils vont dire quoi comme qualificatif? Les Républicains vont dire, pendant votre mandat, le chômage a augmenté, pendant votre mandat, la construction de logements neufs a baissé, pendant votre mandat, les Américains se sont appauvris plutôt qu'enrichis. Et c'est donc une élection qui peut, d'une certaine manière, quelle que soit l'identité du candidat républicain, être prévue en quelque sorte par le chiffre du chômage, mais surtout la courbe baissière ou haussière du chômage entre aujourd'hui et le 8 novembre. Et puis, évidemment, d'autres indicateurs économiques comme la construction des logements neufs et les hypothèques immobilières. Et Obama, il va leur promettre quoi? Obama, lui, va promettre, surtout dans son deuxième mandat potentiel, la mise en place de ces 2 très grandes réformes qu'il a faites pendant son premier mandat. Bon, la première, on y faisait allusion à la réforme de la couverture maladie aux États-Unis, mais la deuxième, qu'il ne faut pas oublier, c'est la réforme Dodd-Frank, la réforme de Wall Street, et qui est une réforme qui est aussi assez populaire, mais terriblement complexe, tout comme l'est la réforme du système de santé. Donc, 2 énormes textes législatifs, comme on en voit rarement dans l'histoire politique des États-Unis, et qu'il faut appliquer, mettre en place. On rappellera que sur l'assurance maladie, par exemple, la plupart des dispositions qui sont véritablement novatrices et transformatrices seront en place à partir de 2014, voire 2015. Merci beaucoup Vincent Michelot. Je rappelle que vous êtes professeur à Sciences Politiques donc à Lyon et que vous êtes surtout le directeur d'ouvrage du bilan d'Obama dont nous parlions aujourd'hui. Bonne journée et d'autres informations à suivre sur France 24.